7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors de quoi vous nous parlez ce matin ? Je vais vous parler de printemps. Il faut penser printemps. Bah oui. C'est Emmanuel Macron l'avait dit pendant sa campagne présidentielle. Je suis venu ce soir vous présenter mes vœux, avait-il dit à Clermont-Ferrand. Il a les vœux de santé, mais les vœux que je veux ce soir formuler pour vous tiennent en deux mots. Penser printemps. Et en fait, penser printemps, il l'a répété. Il a passé sa vie à le répéter. Avec un peu de chance, il va encore nous le ressortir. Et il faut penser printemps, comme par exemple la première dame, Brigitte Macron, qui pose en couverture du Madame Figaro, qui sortira demain, mais que les abonnés, comme moi, ont eu le privilège de recevoir aujourd'hui. Vous êtes abonné à Madame Figaro ? Non, je suis abonné au Figaro, et donc je reçois les suppléments du Figaro. Et donc, avec Nicolas Ghesquer, le directeur artistique de Louis Vuitton, et c'est une vision bien réjouissante, parce que d'un côté, on a Madame, de l'autre côté, on a Monsieur, et ils se mettent un peu en scène. Ils sont là pour nous dire, il faut penser printemps, un printemps un peu viril, un peu masculin, un peu façon le cerf qui brame, quoi, un truc qui sent la sueur et le muscle, ou au contraire, un peu l'élégance à la française, ce côté vieille bourgeoise chic, ce côté un peu, on enveloppe la misère, mais on l'enveloppe bien, et ça, il faut penser printemps. Et je me suis dit, en fait, c'est incroyable. Et ils pensent printemps pour nous. Et tout le monde autour d'eux pense printemps, comme par exemple Laurent Michaud, le directeur du village olympique, qui a expliqué qu'il allait distribuer 300 000 préservatifs. Alors, on se dit, mais c'est pas mal. Alors, les journalistes qui font un métier épatant ont fait des calculs. C'est un peu moins qu'à Londres, mais c'est un peu plus qu'à Londres, mais c'est moins qu'à Rio. Enfin, voilà. Donc, et là, il a dit, voilà, 300 000 préservatifs pour 9 000, alors préservatifs masculins et féminins, et c'est les préservatifs inclusifs. Pour les athlètes, ils sont 9 000. Il est très important que la convivialité ici soit quelque chose d'essentiel. Donc la prochaine fois qu'on vous parle de convivialité, méfiez-vous. En travaillant avec la commission des athlètes, nous voulions créer des endroits où les athlètes se sentiraient enthousiastes et à l'aise. Et même où les athlètes se sentiraient très enthousiastes et à l'aise. Voilà. Donc il y a un côté printemps, et donc voilà. Alors, ils vont pouvoir, je ne sais pas comment le dire autrement, mais vraiment s'envoyer en l'air dans les meubles en carton du village olympique, dans ces baraquements éthiques et responsables. Et si jamais ça marche pas, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, lui, a décidé de devenir chirurgien esthétique, comme vous le savez, à la clinique des Champs-Élysées, si je ne m'abuse. Et alors, les gens disent, c'est bizarre, parce que quand même, vous étiez ministre, vous étiez neurologue. Alors, il dit, ouais, j'étais neurologue, mais je suis devenu mauvais en devenant ministre. Il dit pas ça exactement comme ça. Hein. Il dit, la discipline a fortement évolué sur le plan thérapeutique. Mais en gros, il est devenu ministre, il est devenu nul. On peut même penser d'ailleurs qu'il est devenu ministre parce qu'il n'était pas si bon que ça avant. Hein. Mais bon, ça, ce serait un peu médisant. Et donc, il rentre à la clinique des Champs-Élysées. Amplification du point G, 700 à 1500 €. Épaississement du pénis, 2500 à 4500 €. Voilà. Ça va. Ça, c'est un ancien ministre. Alors, on lui dit, quand même, c'est bizarre, là, vous allez épaissir des pénis au lieu de soigner les Français, parce que quand même, vous avez rendu le système de santé français est vraiment minable. Hein. Comme le dit quelqu'un, quand on connaît la crise sanitaire que l'on vit avec les patients qui mettent des mois pour obtenir des rendez-vous, que ces choses-là sont les conséquences des politiques qu'a mené M. Véran, on a quand même le courage de rester dans son métier, a dit Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Voilà. Et non, lui, non, il va s'occuper des pénis, hein, il va s'occuper avec un peu de chance des, pas des manuels, hein, il en a pas besoin, mais il va s'occuper de ceux qui ne se sentiraient pas super enthousiastes et à l'aise dans le village olympique. Et alors, pressentant des critiques, comme dit le Figaro, tu m'étonnes, le ministre se défend. C'est 15% de la population adulte française qui a recours à des soins de médecine esthétique. C'est quelque chose qui ne doit pas être dénigré. Alors, de temps en temps, on se dit, ouais, le mec, il choisit mal ses combats. Non, là, il est en train de nous dire 15% de la population française souffre de ça. On ne peut pas le dénigrer. Si on le dénigre, on n'est pas humaniste. Lui, il est progressiste. Il va s'occuper des pénis des riches. Et c'est un vrai truc. C'est un vrai truc dont ont besoin les électeurs de Macron. Hein. Parce que les électeurs de Macron, ce sont des gens qui parfois ont des pénis et qui, en tout cas, sont riches. On le sait, c'est les sondages qui le disent. Et donc, ce Véran, il est allé direct là où on a besoin de lui. Je suis de cette social-démocratie, de ce centre-gauche urbain, jeune. Olivier, excuse-moi, hein, ça commence à passer. Que d'aucuns qualifieraient de bobo. C'est une part très importante du socle d'Emmanuel Macron en 2017. On l'a déjà dit là, dans cette chronique, hein, il n'y a pas longtemps. Enfin, maintenant, il n'y a plus que les vieux qui votent pour Macron. Les jeunes ne votent plus pour lui. Fondamentalement, c'est un vieux parti de centre-droit, avec des gens riches, très satisfaits d'eux-mêmes, sauf de leur pénis. Mais donc là, il y a Olivier qui va pouvoir s'occuper d'eux. Et pendant que Olivier pense printemps en pensant chirurgie esthétique, qu'il ne faut absolument pas dénigrer, hein, lui, il parle de calvitie précoce. Hein, mais on a ses pudeurs. Hein, on n'est pas, parce qu'il y a aussi le relâchement
blanchiment cutané, donner un coup d'éclat au visage. Mais je vous conseille d'aller sur le site de la clinique. Le menu est absolument passionnant. Il y a des trucs que j'imaginais pas, mais visiblement, il y a un tarif. Donc, et on se dit, mais comme ça, il pense printemps. Il y a que Emmanuel qui est là en train de s'entraîner avec ses gros bras pour nous jeter en fait dans cette saison des amours. Il y a que la dame qui pose avec sa veste en jean qui coûte un bras. Non, Marlène Schiappa va sortir un roman de fesses. Alors, ça, on se dit, c'est bien. Tous les anciens ministres, ils ont des vraies reconversions. Alors, dans l'Obs, la PDG de Fayard, Isabelle Saporta, s'enthousiasme. C'est House of Cards qui rencontre la New Romance. Autrement dit, 50 nuances de gris. Et on dit, ça c'est vraiment bien, parce qu'en plus, elle s'y connaît, Marlène. Vous savez, elle s'appelait Marie Ménelli avant. De son nom de plume. Ah oui, d'accord. Marie Ménelli, née dans les années 80 à Neuilly-sur-Seine, Marie Ménelli est scénariste de fiction sur le couple, chroniqueuse, blogueuse et auteure de guides sexos. Elle a le don de saisir l'air du temps et de le faire passer au lecteur grâce à une plume actuelle, connectée, cultivée sans être pompeuse, féministe mais pas dogmatique. Exemple, Sexe, mensonge et banlieue chaude, réservé à un public averti aux éditions de la Musardine. Sarah vit à Neuilly avec son fiancé Amaury de Saint-Sauveur. Afin de décrocher le job de reporter TV qui l'amènera à l'indépendance professionnelle, elle se fait passer pour une Marocaine vivant en Seine-Saint-Denis. C'est là que son chemin croise le mystérieux Djalil. Et donc, Isabelle Saporta, elle s'est dit, mais c'est génial, voilà quelqu'un qui n'a rien vendu chez Stock, je la signe chez Fayard. Bon, elle s'est fait virer depuis. Alors les gens disent, ouais, c'est Bolloré, ils vont installer une ligne d'extrême droite. Non, c'est Bolloré, il s'est rendu compte que l'autre, elle allait signer un auteur qui ne vend pas, pour en plus vendre de la fesse. Et il s'est dit, non, en fait, d'un côté, les gens de Fayard m'expliquent qu'il faut préserver la maison et vous vous rendez pas compte de l'image que vous donnez. Et là, vous signez Schiappa, qui s'appelait Marie Ménelli, qui racontait des cochoncetés. Je suis pas d'accord, il a dit. Bon, et hop, Saporta, elle a dégagé. Donc ça me ramène quand même invinciblement sur Penser Printemps. Est-ce que Bolloré pense Printemps en virant Saporta ? On n'en est pas certain. Est-ce qu'il a bien écouté ce qu'Emmanuel Macron nous disait le 7 janvier 2017 à Clermont-Ferrand, Penser Printemps? Est-ce qu'il a écouté ce que Emmanuel Macron nous disait avec des mots admirables? Il faut penser printemps, il faut vouloir printemps. Parce que le printemps sera à nous, mes amis. Parce que ce printemps sera progressiste. Parce que ce printemps sera celui de notre conquête, tous chez Olivier, pénis en avant, et en fait, il a redit aux agriculteurs, il nous faut penser printemps pour nos agricultures. Il l'a redit en 2018, il n'arrête pas de le dire, enfin c'est fabuleux. Alors, et c'était encore plus lyrique. Alors, c'est amusant, il faut aller sur le site de viepublique.fr, et donc là, vous trouvez les discours de Macron, et là, c'est un discours où il balbutiait tellement que même les mecs qui sont chargés de retranscrire le discours, ils mettent des points d'interrogation régulièrement, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il bredouillait. Voilà. Et donc, il y avait quand même 2 ou 3 choses qu'ils ont réussi à comprendre. Sur des terres radicales, il n'est pas mauvais de citer parfois des radicaux, et Alain, c'était à peu près il y a un siècle, avait cette très belle phrase. Il commençait ses propos en disant « Au moment où l'année tourne sur ses gonds et où les arbres font dentelle, il faut penser printemps. » Waouh! Ah non, ouais. Attends, il était déjà président. Et les arbres font dentelle, on se dit, mais il coach chic. Voilà, mais ça, c'est un vrai président. C'est pas que poudre de perlimpinpin. Maintenant, il a décidé de passer à une communication non verbale, les dents serrées façon Rambo de banlieue. Comme Olivier Véran, vous savez, lui aussi, il a fait des box. Il avait peut-être lu le bouquin de Schiappa, parce qu'après tout, quand on le voit comme ça, on se dit sexe, mensonge et banlieue chaude. Lui aussi, peut-être, il a eu envie de se faire passer pour une Marocaine vivant en Seine-Saint-Denis et que son chemin a peut-être croisé Djalil. Sait-on jamais. Et en fait, là, il est en train de nous expliquer qu'il faut penser printemps. Il n'est pas en train de le dire. Il cite Alain. Alors, c'est amusant parce qu'Alain, il était super pacifiste. Alain, le mec, il a lutté contre sa guerre tout ce qu'il a pu. Voilà. Et il parlait même de... il faut dénoncer tout ce qui peut amener à consentir à la guerre en faisant obstacle au libre jugement. Bon, je sais pas s'il va encore citer longtemps Alain en pensant printemps, Emmanuel, mais en tout cas, c'était intéressant. Et donc, je me suis repenché quand même sur ce discours de 2018. Alain rendait un des plus beaux hommages à ce qu'est justement le métier de paysan. Alors, on est en 2018. Bon, vous vous souvenez de ce qui se passe en 2024. On sent qu'entre 2018 et 2024, malgré l'engagement résolu de l'État, comme disait Emmanuel, il a pensé printemps, mais tout seul dans son coin, dans son ministère. Bon, il a laissé les paysans penser hiver. Il a laissé les députés, parce qu'en 2019, ils ont voté le CETA, les députés macronistes. C'était l'époque où ils avaient le pouvoir à la Chambre. Ils expliquaient que la démocratie, c'était d'écouter personne et de faire ce qu'ils voulaient. Bon, là, maintenant, ils sont un peu obligés d'écouter les gens. D'ailleurs, ils expliquent que c'est pas la démocratie, ils expliquent que c'est de l'opportunisme électoral, parce que c'est pas leur genre. Eux, ils pensent printemps. Quand ils savent pas penser printemps, ils vont voir Olivier et disent voilà, j'ai un petit problème. Ah oui, c'est les cheveux, non, c'est autre chose, je peux pas t'en parler au téléphone. Et Olivier dit ah oui, je vois très bien. Non, mais il faut pas dénigrer ça non plus. Viens, voilà, c'est 2500, 4500 euros. Et
Dans ces moments difficiles, on ne voit pas que la terre travaille, mais il y en a qui la surveillent et au printemps, ça ressort. Ah oui. C'est profond. c'est profond. Non, mais on dirait du Bruno Le Maire. Voilà. Et il continuait. Ce penser printemps n'est pas un penser de spectateur, c'est un penser d'engagé, de passionné, d'acteur. Voilà, c'est un penser d'acteur. Voilà, faisons printemps ensemble pour cette année qui s'ouvre, pour l'agriculture française, pour les femmes et les hommes qui la font, parce qu'ils sont courageux, mais parce qu'il a aussi sur ce plan un formidable territoire de conquête. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut penser printemps. Il faut penser printemps avec Marlène. Il faut penser printemps avec Olivier. Il faut penser printemps avec le PDG de Fayard, Isabelle Saporta, enfin Alex. Et il faut penser printemps avec le monsieur qui s'occupe du village olympique et qui a décidé qu'on avait besoin que les athlètes soient très enthousiastes et très à l'aise avec 300 000 préservatifs masculins et féminins. Merci pour cette chronique X, Richard de Sèze. Voilà. Merci à tous les gens du gouvernement qui me donnent régulièrement l'occasion de m'émerveiller de la vie politique française. C'est terrible. Pour revenir à cette photo d'Emmanuel Macron que nos auditeurs ont certainement vue sur les réseaux sociaux, d'Emmanuel Macron qui tape dans un sac de frappe, est-ce que vous faites partie de ceux qui se sont dit « Ah là là, c'est la poutinisation de la communication d'Emmanuel Macron, c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe ?» Enfin voilà, ou vous vous êtes dit tout simplement « Non, on va prendre ça avec beaucoup d'humour », ce que vous avez fait ce matin. Non, poutinisation, ça me paraît violent parce que quand même, d'abord, il a gardé son t-shirt. Donc, oui. alors, non, Poutine, il est torse-poil. Non, oui. Macron, mais il y a peut-être une montée en puissance. Parce que ça c'est tiré du compte officiel de Soisig de la Moissonnière, donc, qui est la photographe qui suit Macron depuis le début. Vous savez, c'était celle qui nous avait, pendant que Zelensky était en train de se prendre une dégelée de bombe sur la tronche, elle montrait Macron mal rasé à l'Élysée en train de regarder la télé. C'était un peu la même chose. On sentait que d'un côté il y avait un type qui faisait ça un peu comme un tâcheron, puis de l'autre côté il y avait Macron qui, enfin voilà, il avait mis les moyens, il y avait la télé. Soisig était en train de le photographier en noir et blanc et il avait froncé le sourcil, c'était assez beau. Là, il fronce le sourcil et il serre les dents. Il y a une montée en puissance. Je pense pas que ce soit de la poutinisation. Je pense que c'est un message fort. D'ailleurs, je suis allé regarder le compte de Soisig et il y avait des gens qui disaient c'est une belle photo, merci Monsieur le Président, vous nous montrez le chemin. Enfin, on sentait que les Français étaient enthousiastes. Mais moi, j'espère que tout le monde va faire ça. J'espère que Bardella va nous montrer ses biscottos. Bien sûr. Bon, Bellamy, on lui a proposé la photo. Là, il n'était pas totalement d'accord. Donc, je pense que ça participe du même brouillage comme Aya Nakamura. Chaque fois que Macron peut balancer un truc en se disant tiens, tous les gens vont en parler au lieu de parler du déficit qui est à 5-6%. Là, il enchaîne quand même. Donc là, chaque fois qu'il y a un truc vraiment pénible, genre, tiens, les sénateurs vont voter contre le CETA que j'avais imposé avec mes députés, je vais montrer mes biscottos, Bruno Le Maire, c'est une fois plus totalement planté, on a un budget déficitaire à 5,6%, c'est nul, tout le monde nous regarde en riant avec un peu de chance, les agences de notation vont nous dégrader, je vais envoyer Brigitte faire la une de Madame Figaro, c'est pitoyable. Je veux dire, en fait, on a à chaque fois, et nous, on tombe dans le panneau. On ne devrait pas parler des biscottos de Macron. On devrait parler, chaque jour que Dieu fait, de la manière dont il nous a trahis en Europe, lui et tous les députés européens, de la manière dont il nous trahit en France, lui et tout son ministère, et de la manière dont il nous ruine chaque jour que Dieu fait. Et chaque jour qu'il ne le fait pas, même quand il pense printemps. Il nous reste une petite minute, Richard de Sèze. Vous avez parlé de banlieue chaude tout à l'heure. Ça m'a fait penser évidemment au déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, à la Castellane, avec son projet PlaceNet XXL. Et cet échange lunaire avec un jeune de banlieue qui explique à Emmanuel Macron qu'il faut qu'il calme ses petits CRS. Tout ça devant les CRS, évidemment. Ça vous a un peu choqué, ça, quand même ou... Non, parce que d'abord, on voit bien à quel point il a réussi à réhabiliter la fonction présidentielle. On voit bien aussi à quel point les dealers se sentent tranquillement chez eux. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est la manière dont ça fait des mois qu'ils ont lancé ces opérations contre les points de deal. Ça fait des mois que, en fait, chaque fois qu'il y a une opération qui avait été annoncée à grand fracas par Gérald Darmanin, le lendemain ou le surlendemain, les gens reviennent. Et là, à Marseille, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le fait que quelqu'un apostrophe Macron en lui expliquant que ses forces de l'ordre sont nulles et que Macron l'écoute sans même le renvoyer dans ses buts, ça m'a fait surtout penser à la manière dont Macron, déjà, quand il s'était rendu dans les îles, était entouré de jeunes gens torse nu. Et Macron avait l'air de trouver non seulement que la posture était normale, mais que les gens qu'il fréquentait étaient de bons citoyens. On s'est rendu compte peu de temps après que celui qu'il avait prétendument sorti de la misère et de la délinquance y avait replongé quelques semaines après. Là, les points de deal de Marseille, les dealers étaient déjà, le lendemain de cette opération admirable où le président Macron avait montré sa puissance, les dealers étaient revenus. Voilà. Oui, donc voilà l'efficacité macronienne, voilà l'efficacité darmanesque.
Merci beaucoup Richard de 16. Je rappelle que vous êtes partenaire Valeurs Actuelles et auteur du livre Le rond de serviette est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie et En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. À la semaine prochaine. Merci Maud.